Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Aujourd'hui, on va parler de philosophie et comment faire société différemment. La société aujourd'hui est-elle incohérente avec l'être humain et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment changer le monde? Nous recevons l'auteur de... Alors, on va parler au moins de trois de ses livres. Hervé René Martin est avec nous, qui a notamment sorti La loi d'élévation aux éditions Louis Courteau, L'invention du monde ou encore L'essence des choses, trois livres qui s'affichent actuellement à l'écran. Bonjour, Hervé René Martin. Bonjour Romain. Alors, vous êtes un ancien professeur de différents sports, karaté, boxe, Oui, sport de combat, oui. et vous vous êtes mis à écrire tout d'un coup. Pourquoi aujourd'hui ces livres? Première question, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on change le monde aujourd'hui? En se changeant en soi. C'est ce que vous répétez beaucoup dans vos livres. Le premier, avec la Oui. phrase de Gandhi qu'on connaît bien, le premier changement commence par nous-mêmes. Voilà. Vers quelle direction faudrait-il aller aujourd'hui? Il faut repartir à l'envers. C'est-à-dire, alors là, ça Il veut faut dire faire le qu'aujourd'hui, contraire. on marche à Il l'envers? faut faire le contraire de ce qu'on a. Aujourd'hui, on marche à l'endroit. À l'endroit, ça veut dire ce qui nous est montré du monde. Et l'envers, c'est ce qui nous est caché. Donc l'endroit, on le connaît par cœur. Maintenant, il faut aller à l'envers. Alors, Voir parce que- ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est la façon dont nous pensons le monde. Nous apprenons à devenir responsables de nous-mêmes. Pour le moment, je crois que nous ne l'avons jamais été. En tout cas, collectivement, nous sommes encore dans un état de folie. Je pense même qu'on arrive au paroxysme de la folie. On ne pourra pas aller plus loin. Ce système de pensée est en train de s'effondrer. Il est obsolète. Voilà, c'est fini. Et maintenant, ce qu'il nous appartient de faire, c'est d'inventer le nouveau système de pensée. Alors en fait, c'est pas très difficile, on fait le contraire de ce qu'on a fait. Comme dit Pierre Abir, nous vivons dans une erreur. Oui, nous avons commencé par l'erreur. Ce qui est logique, puisque nous sommes dans un système d'apprentissage. Nous apprenons à devenir humains. Nous ne sommes pas humains encore, nous apprenons. Voilà. Et donc, dans ce système d'apprentissage, nous allons forcément faire des erreurs. Parce que ce sont les erreurs qui sont enseignantes. Si on faisait jamais fait d'erreurs, on n'apprendrait jamais rien. Voilà. Donc, nous sommes dans ce système d'apprentissage qui nous dépasse, mais alors vraiment totalement, et en même temps, sans nous, il ne pourrait pas exister. Comment est-ce qu'on se reconnecte les uns les autres aujourd'hui ou demain? Comme nous sommes un tissu relationnel, que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons que nous faire la guerre, c'est tout. Si on ne s'aime pas personnellement ou notre prochain dans cet ensemble? Il faut commencer par soi. Il faut commencer par ça. Ah, moi, j'ai été en guerre contre moi, je me suis haï, mais vraiment, quoi. Et j'ai découvert, j'ai fait la paix en moi aujourd'hui. J'ai de l'estime, je m'aime. C'est beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui viennent du fait que l'on ne s'aime pas soi-même, que les gens ne s'aiment pas À soi-même. commencer qu'on ne s'aime pas soi-même. Ça commence vraiment par soi. Quand on s'aime soi-même, découle beaucoup de sérénité dans la société. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, D'accord. bien sûr. D'accord. Ouais. Et vous parlez d'ailleurs, vous avez un chapitre sur C'est- sortir de la pensée du sacrifice. T'es en Voilà, train sortir de chapitre la dans- pensée du sacrifice. Parce que je mets en scène le Minotaure, qui est une composante de notre psyché, qui est ce mi-homme, mi-dieu, qui est enfermé dans un labyrinthe et à qui on donne des nouveau-nés ou des jeunes gens à manger, quoi. Et je le compare à ce qu'on va appeler le système économique mondial aujourd'hui. Voilà. Et en fait, on est tous les servants du monstre. Et ça commence par les mineurs de fond, par les laboureurs, par les ouvriers, puis ça monte, et puis il y a les soldats, enfin les gendarmes, les prêtres, les amuseurs, les politiques, les riches. Et en fait, ça monte à chaque fois d'un étage. Voilà. Et le dernier, celui qui donne dans la gueule du monstre directement, c'est le plus riche, c'est le premier. Voilà. Et il arrive que le monstre, il attrape et il le bouffe, parce que pour lui, tout fait ventre. Tout ce qu'on lui donne à manger, il le mange. Et à ce moment-là, il se passe un phénomène, c'est qu'il y a un espace qui s'est libéré et le monstre avale tout
ce qui est au-dessus de cet espace libre. Voilà. Et moi, si la seule chose que je peux faire, si je suis dans cet espace libre, et nous sommes tous dans cet espace libre, il est en nous cet espace libre, la seule chose que je peux faire, c'est ne pas faire redescendre ce qui m'est venu de richesse de l'étage inférieur, du laboureur, voilà. Parce que si je le fais monter, c'est les marchands du temple. Je fais monter et le système se corrompt au fur et à mesure qu'il monte. Et justement, l'idée de la loi d'élévation, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous sommes dans la vision sociétale. Les décisions partent du haut et vont vers le bas. Et le bas, c'est... Vous comparez l'évolution et l'élévation. Voilà. Et le bas, c'est nous. Voilà. Et la loi d'élévation, c'est exactement le retournement. C'est qui de nous? C'est-à-dire les gens qui n'ont pas le poids des décisions en société? Qui ont abdiqué leur souveraineté. Vous savez, la Boétie, au XVIIIe siècle, disait ils sont grands parce que nous sommes à genoux. C'est tout. Nous avons abdiqué notre souveraineté. Nous nous sommes auto-domestiqués. Voilà. Mais vraiment, le néolithique, c'est... On commence par domestiquer les plantes, puis les animaux, et à la fin, on s'auto-domestique, nous. Je crois que je l'écris justement dans la loi d'élévation, que la civilisation est un processus d'auto-domestication. Nous avons peur de nous, et nous avons raison d'avoir peur de nous dans cette pensée de la séparation, puisque nous passons notre temps à nous faire la guerre. Voilà. Sauf que si justement on change la façon de penser, et que je ne pense plus en termes de guerre, mais en termes de paix, plus en termes de peur, mais en termes d'amour, plus en termes de collectif, mais en termes d'ensemble, je révolutionne le monde. Mais c'est une vraie révolution, hein. Et elle est en cours actuellement. Et on ne pourra pas la limiter ni l'arrêter. On peut seulement l'accompagner. Voilà. Moi, je ne peux rien faire d'autre que l'accompagner. Et chaque fois, en posant de la conscience sur... la conscience, c'est le témoin, en fait. Et donc, je suis un témoin. Je témoigne de ce que je vis. Mais alors aujourd'hui, pour être honnête, on voit beaucoup de gens en société où, même au niveau politique, en France, beaucoup de gens sont assez apathiques et se déresponsabilisent et attendent que les politiques fassent le changement pour eux. Et ce sont ces politiques qui entretiennent la pensée. Comment est-ce que les gens... Est-ce que vous pensez qu'il faut que les gens se responsabilisent pour prendre en main ces éléments de pensée? Mais si vous attendez des politiques qui fassent l'organisation à votre place, eh ben ils sont en train de le faire. Hein. Tout à fait. On est en train de rentrer dans une dictature mondiale. C'est tout. Celui qui ne voit pas ça, il ne voit rien. Quoi. Si vous parlez peu de la responsabilisation des gens en tant que tels, mais c'est induit que pour s'élever au niveau de la conscience, il faut se responsabiliser dans ses actes, et notamment dans son pouvoir politique alors. C'est pas par où ça passe, parce que en fait, politique, ça vient de politis, c'est la cité, on est déjà dans la domestication. D'accord. Moi, je parle de la souveraineté intérieure. Je crois que c'était... à l'intérieur de soi? Oui. C'est Alexandra Henrion-Code, que vous connaissez, qui a exprimé au niveau de l'épisode Covid, on appelle ça des vaccins, c'est pas des vaccins, techniques ARN messager. Et elle disait, mais vous ne savez pas de quoi vous êtes capable, la puissance que nous avons tous en nous. Regardez, alors ça je vous raconte une histoire parce qu'elle est extraordinaire. C'est sur l'île de Majuli, sur le Brahmapoutre. C'est un archipel, c'est le plus grand archipel fluvial au monde, d'accord. Et suite à des barrages qui ont été faits sur le Brahmapoutre, le fleuve, les courants vont commencer à grignoter les îlots, qui sont des bancs de sable. Voilà. Et il y a tout qui part. Et l'État indien met des sommes phénoménales pour essayer d'arrêter, donc du ciment, du sable, tout, mais vraiment. Tout. Et le fleuve bouffe tout. Et puis il y a un homme
qui s'appelle Jadav Payeng, qui va voir les autorités et qui dit mais on devrait planter des arbres pour stabiliser le sol. Et tout le monde rigole. Et Jadav Payeng, il plante un arbre, et puis un deuxième. Et en 30 ans, il a planté des dizaines de milliers d'arbres. Il a créé une forêt qui fait 1,5 fois Central Park. Il y a un troupeau d'éléphants, des tigres, des girafes, alors que tous les îlots à côté sont morts. Voilà, un homme, ça suffit. Il y a une idée très belle qui m'a touché, puisque là, ici, donc, en tant que journaliste, on est dans le domaine de l'information. Vous dites, quand l'information va du bas vers le haut, elle est connaissance, et vous dites que quand, actuellement, finalement, aujourd'hui, on a une information qui va du haut vers le bas. Les gens font une confiance extrême dans les médias mainstream. Elle est contrainte. C'est elle est contrainte. Elle est contrainte. Et quand elle va du bas vers le haut, elle est connaissance. Pourquoi écrire cela aujourd'hui? C'est une idée forte, c'est une belle idée. Bien sûr que c'est une des. Bien sûr que c'est donc dans l'idée d'élévation, il faut reprendre la main sur l'information. C'est ça que vous souhaitiez dire aujourd'hui? Non. L'information, ça vient du vieux français, informer, mettre en forme. Moi, un jour, je faisais un débat public et une dame me dit mais comment vous parlez de l'état du monde alors que vous venez dire que vous regardez pas la télévision? Et je lui dis madame, parce que je m'informe moi-même. Donc vous ne connaissiez pas l'état du monde parce que vous ne regardiez pas la télévision. Je ne me laisse pas mettre en forme. Alors qu'aujourd'hui, c'est acquis que les journalistes déforment parfois la vision qu'on peut avoir de territoire ou de l'information réelle. Oui, mais ça, après, ce sont des comportements logiques dans un système. Donc, je reviens de cette pensée qui est la pensée de la séparation et qui est la pensée de la peur, la pensée de je vaux plus que l'autre. C'est logique. Et puis, dans cette pensée matérialiste, parce que nous continuons à croire, malgré la révolution quantique, que c'est la matière qui crée la pensée. Mais ça, c'est une aberration absolue. Niels Bohr, qui est un des pères de la mécanique quantique, prix Nobel en 1922, disait « Quiconque n'est pas saisi d'effroi n'a pas compris la théorie quantique. Les choses que nous appelons réelles sont constituées d'objets qui n'ont aucune réalité. » Et donc la pensée, on revient à l'idée de pensée créatrice, dont vous parlez beaucoup, c'est la pensée qui crée la matière. Évidemment. Et donc en reprenant... Donc là, le contraire n'est pas possible. La boucle est bouclée alors avec cette idée pour vous. La boucle est bouclée. Si l'être humain reprend sa souveraineté intérieure de conscience, sa pensée créatrice crée le monde de demain. Le monde de demain tel que je le vois et tel que je l'imagine. De toute façon, on est dans une pensée de jeu, vous ou que celui qui reprend la main sur ses souvenirs. Tout le monde, n'importe qui reprend la main. Si ma pensée est créatrice et que je sais que je suis créateur de mon futur, je le choisis. La guerre, la paix. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Je fais ce choix-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on vient à cela. Alors, les gens seront ravis, qui sont intéressés en vous écoutant, pourront aller lire vos livres, La loi d'élévation, L'invention du monde ou L'essence des choses. Comment est-ce que vous avez été touché par cet état de conscience? Comment est-ce que vous êtes venu, vous, personnellement, là-dedans? Oh, alors, mais c'est anecdotique, c'est plein de synchronicité. Je suis professeur de karaté au chaos. La synchronicité, c'est quand finalement il n'y a pas de coïncidence, les choses qui se mettent sur votre chemin. Voilà. Et puis on m'a proposé une traversée de l'Himalaya. J'adore la montagne, donc je pars. Et la veille au soir, je vais avec mon copain avec qui j'ai créé la fédération de boxing karaté et manger dans un hôtel au-dessus de la mer à Toulon. Et puis, je me retrouve à parler avec un monsieur qui, à l'époque, a 82 ans. Et je comprends pas ce qu'il me dit. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est une conversation surréaliste. Voilà. Et puis, ce monsieur
me tire l'oreille comme ça, il me dit, vous venez un peu tard, jeune homme, pour me dire de telles choses. Et je comprends enfin que nous sommes 2 hommes et une femme, et qu'il y a une jeune femme qui est venue le voir de Suisse exprès, et il peut pas manger avec elle parce que il y a toute une assemblée, voilà. Et quand je vais chercher cette femme, elle vient, et c'est là où elle prononce le nom de Aragon. Et je venais de me faire tirer l'oreille par Aragon. Et le lendemain, je pars en Himalaya, et je vais faire plein de rencontres, j'assiste à une crémation, mais vraiment, quoi, je vis entre 4 et 5 000 mètres d'altitude, et puis j'arrive à un moment donné où je marche en avant du groupe, et puis il y a des cons, et puis il y a des gens qui me font signe de venir comme ça, et je m'approche, et puis je sais pas ce qui se passe, quoi. Et puis je vois, il y a un grand, enfin, des tas de chapatis et galettes comme ça, mais il y en a, je sais pas, au moins une centaine, quoi. Et il y a le guide qui nous accompagne, qui arrive à ce moment-là, et on se met à parler, et je lui demande ce que c'est. Il me dit, ce sont les galettes du Bardo Thodog, parce que l'officiant va lire, c'est un Rinpoché qui vient de mourir, et donc il y a un officiant qui va le guider vers sa prochaine réincarnation, ou vers la sortie vers la lumière. Et donc ces galettes sont pour le nourrir pendant 49 jours. Et donc je reviens en France, et j'achète le Bardo Thodog qui est postfacé par Jung. Alors j'ai baigné dans la pensée de Jung. Et puis voilà, tout s'enchaîne. Voilà, je roule en Porsche et d'un seul coup j'arrête, je m'achète une 2 chevaux, mais vraiment, quoi. Et tout mon mode de pensée, et je rencontre Pierre Rabhi. Voilà. C'est 2002, donc c'est quand il se présente aux élections présidentielles. Ouais, ouais. Donc Pierre Rabhi qui était un agriculteur et qui a notamment eu un best-seller en France sur la sobriété heureuse, où il du coup s'oppose à la surconsommation aujourd'hui, et qui dit que le bonheur vient notamment, c'est une de ses idées fortes, qui dit, parce qu'il parle aussi de reprendre la main sur le prendre soin de nos terres agricoles. Mais voilà, sa grande idée, c'est aussi le bonheur passe par moins de consommation matérielle. Et moi, je viens d'écrire un livre qui s'appelle « La mondialisation racontée à ceux qui la subissent », dans lequel je soulève les sous-tendus du capitalisme, etc., quoi. Et puis, je vois ce petit bonhomme, et je m'aperçois que moi, j'écris des livres. Et comme j'écris des livres, j'écris sur ce qui m'intéresse, donc les dessous, voilà. Et que Pierre Rabhi a fait exactement le contraire. Il a commencé par aller au labour, et après seulement il a écrit des livres. Et je prends conscience, en fait, parce que je connais beaucoup de chercheurs aussi à l'époque, et ils ont tous fait comme moi, c'est-à-dire ils vont se sourcer dans les bibliothèques, dans les revues, etc. Et que Pierre Rabhi, il se source nulle part, quoi. Voilà. Il fait son travail, et après, il montre aux autres comment on peut faire. Et c'est ce petit bonhomme, vraiment, il m'a retourné la tête, quoi. Vraiment, quoi. Et c'est là où j'ai commencé, j'ai dit, mais bon, allez, maintenant il faut que je sorte de ce système. Et c'est là où j'ai commencé à construire ma première maison en bottes de paille dans la Haute-Vallée de Gaude. Et puis que j'en ai construit une deuxième aujourd'hui en Ardèche, avec les sous que j'ai gagnés en revendant la première, parce que je l'avais construite moi-même. Donc quasiment sans rien, sans crédit, juste j'avais 30 000 euros au départ. J'ai fait un crédit à taux zéro à 10 000 euros. Et puis voilà, la maison m'est revenue à 65 000 euros, et je l'ai revendu le double en intégrant donc mon travail, et avec ça j'ai pu me construire la seconde. Voilà. Et j'ai rien donné à l'État là, parce que j'ai tout fait moi-même, donc j'ai pas payé la TVA, enfin sauf sur les matériaux que j'ai achetés. Et ça m'a permis de revisiter tout le système économique, et là où il se nourrit, comment ça marche, et comment j'ai créé une richesse en construisant cette maison de mes mains, et je n'ai rien rapporté à l'État. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est un système, vous avez expérimenté un système alternatif de vie dans la société actuelle.
Ah oui, moi, je n'ai pas pensé alternatif à l'époque. Aujourd'hui, oui, avec le recul, ça fait partie des systèmes alternatifs, totalement. Mais à l'époque, non, je voulais simplement me changer. Voilà, c'est la phrase de Gandhi. Est-ce que tu peux être le changement que tu veux voir dans le monde? Et elle m'a vraiment accompagné, cette phrase, quoi. Et est-ce que tu peux changer? Oui, mais bien sûr que je peux changer. Et je change, et je change, et je change, sans arrêt, quoi. Sans arrêt, je change. Et là, j'ai découvert un truc récemment qui m'a beaucoup touché. C'est une expérience des neurosciences. On a dans l'encéphale une petite glande qui s'appelle le stytrium, qui est dans le cerveau reptilien, donc qui nous vient de la préhistoire, où quand on tuait un mammouth, eh ben on avait à manger, et donc le stytrium dégageait de la dopamine, donc du plaisir. On était heureux parce qu'on savait qu'on allait... voilà. Et aujourd'hui, on crée des obèses avec le stytrium parce qu'ils mangent, et ça déclenche de la dopamine. Et il y a un neuroscientifique qui a vraiment, ça m'a énormément touché, ils ont fait une expérience et ils se sont aperçus que le stytrium dégageait de la dopamine quand on acquérait de la connaissance. Ça, c'est extraordinaire. Parce que on règle le problème. Connaissance, connaître, c'est naître avec. Chaque fois que nous acquérons de la connaissance, nous naissons les uns avec les autres. Et ça nous fait du bien. C'est fou, hein? C'est fou. En fait, le seul indicateur aujourd'hui pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas, c'est la joie. C'est la joie. La joie. Ah oui, pour moi, c'est... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a beaucoup plus de morosité en société? Non, j'en sais rien. J'en sais rien. D'accord. Très honnêtement, je sais pas. Mais l'indicateur pour savoir si l'on va bien, c'est la joie. C'est la joie. Il y a 20 ans, je vous aurais répondu, parce que je travaillais sur cette exploration du système. Je vous aurais répondu, oui, bien sûr que je vous aurais parlé de l'amorosité, mais aujourd'hui, ça n'a pas d'existence pour moi, la morosité. Ce qui est des gens moroses, ben, ils ont le droit d'être moroses. Dans un des livres, j'écris, pour arrêter de broyer du noir, pour voir la vie en rose, il faut commencer par arrêter de broyer du noir. Ça se fait, et personnellement, je le constate au quotidien. Voilà. Et des fois, je peux me lever avec la tête complètement à l'envers, mais ça dure pas. Je sors, je vais sur ma terrasse, je fais un mouvement de Qigong, je prends ma respiration et d'un seul coup, voilà, c'est tout. Merci Hervé René Martin, c'était passionnant et c'est très intéressant de se plonger là-dedans. C'est finalement une toute nouvelle façon d'aborder la vie et notre propre conscience. Si on pouvait résumer du coup tout ce qu'on vient de dire, c'est que pour le premier changement à opérer en nous-mêmes et pour aller vers une société qui va vers la joie, c'est de commencer par essayer de changer sa souveraineté intérieure et de la retrouver. De retrouver sa souveraineté. Voilà. Mais de faire les changements à l'intérieur pour retrouver sa souveraineté intérieure. Donc il faut se poser, il faut que les gens se posent la question, ai-je ma souveraineté intérieure? Celui qui se la pose, la question ne l'a pas. Ce n'est pas une question qui se pose. Quand vous êtes souverain, vous êtes souverain. Personnellement, je vous raconte que pendant l'épisode Covid, sur les techniques d'injection ARN messager, j'ai ma sœur qui a été infirmière toute sa vie, qui baigne dans le milieu des médicales, et elle a dit, on ne m'injectera pas dans le corps quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Elle est souveraine. C'est tout. Il faudrait venir la chercher, lui mettre... Et moi, c'est pareil, des menottes pour l'obliger. Mais ça, c'est vraiment la souveraineté. Et je peux conclure avec la phrase qu'on a mis en 4e de couverture de Teilhard de Chardin. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour une seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Et ça, c'est pas des bisounours. C'est une réalité. Voilà. Ensemble, on peut tout. Mais vraiment, ensemble, on peut tout.
Très belle conclusion. Merci encore Hervé René Martin d'être venu. Et on renvoie les gens vers tous vos livres aux éditions Louise Courteau, La loi d'élévation, L'invention du monde, L'essence des choses. Et Notre présence au monde. Et voilà, qui était le premier que vous aviez fait avec Patrick Pazin, qui est votre éditeur. Voilà. On apprécie beaucoup. Et il y en a aussi, d'autres à venir qui arrivent derrière. On rappelle que Louise Courteau, comme Talma Éditions, sont des éditions avec des éditeurs engagés. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui aussi pour pouvoir reprendre sa souveraineté intérieure. Comme ça François. On essaie de faire notre part des choses. Merci une nouvelle fois d'être venu. Merci à tous les lecteurs. Merci Romain. Merci à tous les lecteurs d'avoir regardé cet entretien. Vous pouvez le partager sur tous vos réseaux si vous en avez. Nous, ça nous aide beaucoup. Et bien sûr, François n'a pas de subvention, je le rappelle à chaque fois, pour nous faire des dons. On appartient collecteur. Pour nous faire des dons, c'est sur françois.fr/soutien. À très bientôt et lisez ces livres, c'est très intéressant. Merci encore d'être venu. À bientôt. Hervé René Martin.